à toutes. Effectivement, la situation est un peu tendue en ce moment dans nos villes. Mais après les brillants exposés qui viennent d'être faits, je vais peut-être nous ramener à quelque chose de plus concret, mais qui n'est pas contradictoire. Je m'inscris totalement dans les exposés qui ont été faits jusqu'ici. Seulement, moi, je vais vous le traduire dans la vie quotidienne et dans les réalités que nous vivons, particulièrement au niveau des villes. D'abord, il faut planter le décor. Quelle est la situation actuelle des villes? Nous avons une croissance importante de population dans toutes les villes du monde, y compris chez nous, en Europe, avec un phénomène qui est celui qui chez nous devient presque naturel. Il n'y a plus de différence entre la ville et la campagne. Nous vivons dans ce qu'on appelle une espèce de conurbanisation, c'est-à-dire que vous ne voyez pratiquement plus de limite à la ville région bruxelloise. Vous êtes immédiatement à Malines, à Anvers, donc les villes ne forment plus qu'un chez nous, mais parce qu'on est un petit pays, mais si vous voyez même des pays de taille plus importante, la dimension urbaine a tendance à se diluer, évidemment, et à gagner sur les espaces campagnards, sur le vert, et donc cette dimension des villes est un élément important à prendre en considération. La croissance est quelque chose de fondamental, parce qu'elle a un impact sur deux choses essentielles qui affectent évidemment le climat, outre l'industrie évidemment dont je ne vais pas parler, mais c'est la consommation énergétique des bâtiments en règle générale et la congestion automobile, la consommation énergétique des véhicules. Et nous sommes donc dans des villes qui aujourd'hui, majoritairement dans le monde, sont congestionnées par des véhicules. Vous citiez tout à l'heure la Chine qui était 9e à l'échelon des performances économiques, qui est devenu le premier aujourd'hui. Mais sur le même laps de temps, on est passé, et ce n'est même pas une caricature, du vélo majoritaire à Pékin aux voitures majoritaires à Pékin. Je ne sais pas si on imagine ce que ça signifie à Pékin, à Shanghai, dans ces mégalopoles de ce monde. Et évidemment, ça a un impact considérable avec des villes qui sont totalement congestionnées, en ce compris dans les pays qui hier étaient en voie de développement, aujourd'hui émergents, voire leaders sur le plan du capitalisme mondial. Et donc, cette dimension-là impose évidemment que nous prenions des dispositions au niveau des villes pour changer la donne, parce que c'est au plan concret, chez nous, que ça se passe, et il faut prendre des mesures. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, parce que changer les villes, c'est changer les citoyens, c'est justement œuvrer sur les comportements. Ce n'est pas aussi évident à considérer que cela. Et pourquoi? Parce que d'abord, tous les citoyens ne sont pas égaux. Nous avons évidemment des divergences de niveau de vie, de standards de vie, nous avons évidemment au cœur des villes une paupérisation aussi importante qui va grandissante en Europe, alors que c'est d'ailleurs le renversement qui est en train de s'opérer. Les villes qui étaient, et les régions du monde qui étaient pauvres hier, deviennent aujourd'hui plus riches, avec une croissance et une classe moyenne qui devient de plus en plus importante. Aujourd'hui, vous avez en Inde une classe moyenne qui est aussi importante qu'aujourd'hui en Europe, et l'Europe vit par contre une situation de récession et de difficulté avec une croissance de la pauvreté. Mais donc en ville, c'est le lieu des contradictions économiques, des contradictions sociales, et donc imposer des comportements aux citoyens, évidemment sans tenir compte de ces réalités-là, ce n'est pas quelque chose d'aisé à faire dans l'ambition, évidemment, que nous voulons garder de vivre dans des situations démocratiques. Mais il faut bien se dire qu'il faut penser la vie économique des villes, la vie sociale des villes autrement. Alors se pose la question de la croissance, et la croissance dans les villes. Alors, c'est à la fois une vraie et une fausse question. Daniel Cohen dit, au fond,
la question de la croissance les 30 dernières années n'intéresse que 10% de la population. 90% de la population aux États-Unis et idem en Europe n'a pas vu fondamentalement son niveau de vie élevé les 30 dernières années. Donc la croissance n'a pas nécessairement bénéficié à 90% de la population. Donc, est-ce que cette question de la croissance intéresse vraiment? Et n'est-il pas temps aujourd'hui, justement, de contester cette forme de croissance économique qui a été le moteur jusqu'à présent des économies carbone, pour précisément passer à une autre forme de croissance, d'une économie décarbonisée, mais qui maintient malgré tout des enjeux et des ambitions en termes de prospérité, parce qu'une partie de la population a bien sûr besoin de voir son niveau de vie maintenu, voire élevé, pour ceux qui subissent évidemment le plus durement les situations de crise économique et de crise sociale. Ça signifie que la réponse doit également passer par une autre approche de ce que doivent être les services collectifs, c'est-à-dire les services publics dans cette économie. Vous voyez bien que disant cela, évidemment, on touche à des fondamentaux qui sont alors débattus dans d'autres sphères, on le disait tout à l'heure, l'OMC, mais bien sûr que cette question est au cœur aussi des changements que l'on peut opérer si l'on veut que cette dimension de la croissance et du questionnement de la croissance puisse être mise sur la table. Alors comment peut-on agir très concrètement? Je vais être très concret, éventuellement trivial par rapport à ce qui a été exposé jusqu'ici, mais il faut évidemment à notre échelon rentrer dans le concret. C'est changer les systèmes énergétiques des bâtiments. Alors c'est aisé pour les bâtiments neufs. Donc par exemple nous avons, la région a fixé en son temps des critères énergétiques au plus bas niveau pour les bâtiments. Nous avons décidé, par exemple, à la ville de Bruxelles, que tous les nouveaux bâtiments construits devaient être des bâtiments passifs. C'est un choix, évidemment, politique important, parce qu'il a une conséquence en termes de coûts, d'investissement et d'amortissement pour une ville qui injecte, évidemment, beaucoup de moyens dans la construction de bâtiments qui servent les services publics, les services collectifs, mais aussi nous avons un patrimoine immobilier locatif fort important, et donc là aussi, construire et investir, injecter des moyens importants, parce que construire passif coûte plus cher, nécessite évidemment un amortissement plus important, et donc prévoit des loyers plus chers, évidemment. Donc il faut un arbitrage dans les villes en fonction de nos budgets pour pouvoir faire ça. Mais c'est un choix qui est fait, construire des bâtiments passifs. C'est vrai pour des bâtiments neufs, c'est aisé. Ça n'est pas aussi aisé pour les bâtiments anciens. Et cette question de la réduction des consommations énergétiques des bâtiments anciens que l'on veut sauvegarder du point de vue patrimonial n'est pas aussi aisée à résoudre, évidemment. Et là, c'est la technique qui, bien sûr, peut nous faire évoluer et nous faire gagner des parts importantes de consommation énergétique. Nous avons par exemple décidé, nous, d'investir pour la ville de Bruxelles, je vous illustre ça, dans 16 000 m² de toitures qui doivent produire de l'énergie alternative. Parce que non seulement les villes doivent s'engager à réduire leur consommation énergétique, mais à produire aussi de l'énergie alternative. Il faut travailler évidemment sur les deux paramètres. Deuxième élément important, c'est la question de la mobilité. La mobilité dans nos villes devient extrêmement difficile à gérer. Les voitures jouent à touche-touche dans les tunnels, dans l'ensemble des axes principaux maintenant depuis plusieurs années. Il n'y a plus d'heures de pointe. Nous sommes constamment congestionnés par des véhicules sur les principaux axes. Et donc, il faut agir sur la mobilité. Là aussi, ce sont des investissements gigantesques, parce que si l'on veut travailler sur des modes de transport collectif, des modes de transport en commun, il faut évidemment investir. 1 kilomètre de métro, ça pèse bien entendu dans les budgets des villes ou le budget de la région, mais ce sont évidemment les choix qui doivent être faits, c'est d'investir dans les transports collectifs et réduire l'emprise de la voiture sur le domaine public. Le troisième axe important pour nous, c'est celui de la verdurisation. Alors, ça peut être paradoxal, mais il est nécessaire de produire en ville des espaces verts plus importants.
nous construisons pour l'instant des parcs qui n'existaient pas, et la logique étant non seulement d'avoir des espaces verts plus importants, du point de vue de l'environnement c'est fondamental, mais aussi c'est fondamental du point de vue de la qualité de vie des citoyens, de la qualité de vie des habitants. C'est de faire en sorte que, justement, on change le paradigme des villes qui ont été construites depuis 50, 60 ans au bénéfice de l'industrie automobile. Exclusivement, on a cassé des quartiers, on a élargi des voiries, on a fait en sorte que les voitures puissent circuler le plus rapidement possible en ville. On avait une vision donc de la ville qui était utilitaire. Nous devons passer à un modèle de ville à vivre, et cela change bien entendu la donne, et pour cela il faut produire des espaces en ville qui soient précisément des espaces de vie. Les espaces verts participent bien entendu de cette ambition-là. Enfin, vous avez probablement entendu parler de ce projet à Bruxelles, c'est celui de la piétonisation. C'est évidemment un choix dur, volontariste, que nous avons pris, qui fait l'objet de moult débats, et nous en sommes très heureux, mais c'est un choix qui est impératif. Toutes les villes européennes aujourd'hui font des choix identiques. On piétonise de plus en plus des places publiques. C'est le choix que nous avons fait, en tout cas à la ville de Bruxelles, de marquer d'une empreinte différente les places publiques du centre-ville, de manière à précisément changer l'usage de la ville pour la rendre plus citoyenne et non plus utilitaire, des villes à vivre pour les gens et non plus seulement pour des véhicules. Mais ça fait un débat, évidemment, et une tension, parce qu'on touche de ce fait à des habitudes ancrées, difficiles à modifier, mais qui nous paraissent impératives. Alors, qu'est-ce que les villes viennent faire dans tout ça ? Effectivement, vous l'avez dit, on s'était rencontrés à Paris dans le même débat. Les villes vont se réunir en marge de la COP 21. À l'initiative d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, et de Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York. 1000 villes vont se réunir et tenter de proposer elles aussi des mesures concrètes, des mesures qui vont engager les municipalités, les villes, mais aussi du coup évidemment au plus près des citoyens dans cette transformation qu'il faut opérer. Et les villes vont prendre des engagements, un peu sur le modèle des 4 éléments que je viens de vous décrire, donc des éléments sur lesquels nous agissons et nous avons une capacité à agir. Alors, pourquoi est-ce important ? Parce que, vous l'avez entendu, les États sont parfois bloqués à 2 niveaux. Dans des querelles institutionnelles, on vient de vous le décrire au plan belge, il y a des querelles entre les régions, le fédéral, on ne sait pas qui va produire l'effort, et il y a une espèce de jeu de bras de fer entre différents niveaux de pouvoir. Et pourquoi ? Parce que, à côté de ces problèmes institutionnels, la majorité des États sont confrontés à des problèmes d'endettement et des problèmes économiques importants, et d'impécuniosité de l'État en tant que tel. Or, les villes, par contre, elles sont confrontées aux réalités des citoyens. Nous devons construire des logements, nous devons construire des équipements collectifs, des écoles, des crèches, nous devons régler les problèmes de mobilité, d'immobilité pour l'instant dans nos villes. Donc nous sommes, nous, au niveau des villes, contraints de trouver des solutions. Parce qu'il y va de la vie quotidienne de nos citoyens et de la qualité de leur vie. Et donc, ce niveau-là d'intervention ne va pas évidemment résoudre les problèmes globaux qui ont été abordés, et je crois que personne, aucun des maires n'a cette prétention. Mais par contre, nous pouvons donner une impulsion qui est celle d'entités politiques importantes qui touchent de plus en plus de monde en termes de citoyenneté, et l'exemple que peuvent produire les villes, parce que beaucoup d'expériences sont menées dans les villes et c'est important, peuvent appuyer sur les politiques d'État de manière à ce qu'on rejoigne des objectifs qui sont ceux qui sont fixés. Alors, c'est quoi ? Ce sont des réseaux de villes durables dans lesquels nous sommes inscrits, des réseaux de villes d'énergie alternative, et tout ça avec la proximité due aux citoyens. Nous pensons que cette approche permettra d'apporter un message positif à côté
soit d'une déception, soit d'un échec ou d'un semi-échec que serait demain la COP 21 à Paris. Merci à vous.